On va essayer de comprendre un petit peu la vie de Moissac à son époque. Déjà, il est abbé de Moissac. Abbaye, vous connaissez tous. Je vois beaucoup de Moissagais parmi vous. Vous savez ce qu'est une abbaye? Pour Manon, une abbaye, qu'est-ce que c'est? C'est tous les bâtiments qui sont devant toi, à côté de l'église. Dans une abbaye vivent des moines. Les moines, ce sont des religieux. Ils passent toute leur vie à prier. D'accord? Donc, ce sont des religieux. Et ils vont élire un abbé. On va dire que l'abbé, c'est moi le chef. D'accord? Toi, tu es un moine, comme les autres. Donc, tu vas m'obéir. Tout ce que je dis, tu vas devoir le faire. Et tu n'as pas le droit de parler. Les moines, ils sont dans le silence toute leur vie. Imagine? Donc, pour l'instant, c'est un moine. Mais ça va changer. Parce que notre abbé nous raconte des choses, notamment l'origine de l'abbaye de Moissac. À quand remonte l'abbaye de Moissac? Et bien, d'après Émeric de Peyrac, il faut remonter à Clovis, le premier roi chrétien. D'après lui, c'est Clovis qui a fait un rêve, un songe. Il a combattu un peu vers Bordeaux. Il est en train de conquérir, Clovis c'est un franc, il est en train de combattre les Visigoths. Et il se dirige vers Toulouse. Avant d'arriver sur le territoire de Moissac, il n'y a encore rien ici. Clovis fait un rêve, et dans son rêve, il voit deux griffons qui construisent une abbaye près d'une rivière avec leur bec. Les griffons, c'est les animaux fantastiques, moitié lion, moitié aigle. Donc, Clovis fait un rêve, deux griffons qui construisent une abbaye près d'une rivière. Le lendemain, il avance avec son armée, il marche sur les coteaux, et là, il retrouve la vallée de ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lance, il jette sa lance, et à l'endroit où la lance atterrit, il décide de construire l'abbaye de Moissac. Alors, rappelez-vous qu'on est au Moyen-Âge, on est au 15e siècle, même pas, juste avant, on est en 1397 précisément. Moissac, c'est une ville qui est entièrement entourée par les remparts. Les remparts, ils étaient là, à la place de ces façades de maisons. Là où vous êtes, c'est les fossés qui entouraient la ville de Moissac, qui protégeaient les remparts. Les boulevards qu'on connaît aujourd'hui, le boulevard de Brienne, le boulevard La Canale, celui qui passe devant la bibliothèque, devant l'hôpital, c'était les remparts de Moissac, une ville circulaire protégée par des remparts. Et en fait, ces remparts ont beaucoup servi, notamment au moment des guerres contre les Cathares. Vous savez qu'on est là au Moyen-Âge, le camp de Toulouse protégeait les Cathares, ces hérétiques. Et donc le roi de France et l'Église vont envoyer des soldats, des croisés, pour venir combattre et mettre au pas ce territoire hérétique. Et ces croisés, soldats du roi de France, sont dirigés par Simon de Montfort. Et Simon de Montfort, qui vient du nord de la France, c'est étranger. Il arrive en terre occitane, lui il ne connaît pas l'occitan, il parle la langue d'Oïl, donc c'est aussi un choc de culture. Il arrive ici, il va combattre, il va venir faire le siège de Moissac. Moissac est bien protégé par ses remparts, et en plus on a des soldats du camp de Toulouse qui sont en ville pour protéger les habitants. Donc les habitants ne se laissent pas impressionner, ils ferment les portes et ils s'enferment dans leurs remparts. Simon de Montfort, avec tous ses croisés, va commencer à construire des engins de siège, des mangonneaux, des trébuchets, des perriers, pour venir bombarder les murs de la ville. Ça résiste. À un moment donné, on est en 1212. Nos soldats du camp de Toulouse tentent une sortie. Ils quittent la ville de Moissac. Ça dure plus d'un mois le siège, presque 2 mois quand même. Donc au début on reste enfermé, puis à un moment donné on va sortir, et par surprise nos soldats du camp de Toulouse vont attaquer le campement des croisés. Branle-bas de combat chez les croisés, il faut s'habiller, mettre leurs armures très rapidement, mais au début ils se font avoir et puis après ils réagissent. Simon de Montfort contre-attaque sur les soldats du camp de Toulouse qui sont obligés de revenir se réfugier dans la ville. Néanmoins, on a le privilège, nous, c'est qu'on a blessé Simon de Montfort, ce chef des croisés. On a tué son cheval qui est tombé et du coup on a blessé sa jambe. Donc on peut dire que les Moissagais ont blessé Simon de Montfort. Mais néanmoins on continue. Simon de Montfort décide de construire un bélier. Vous savez, le bélier c'est cette grande poutre en bois qu'on va suspendre et qu'on va balancer contre les murs pour créer une fissure. Et donc des jours et des jours, le bélier fait son office. On entend le bourdonnement sourd du bélier. Et à un moment donné, arrive ce qui devait arriver, une brèche dans les remparts, une partie des remparts s'effondre. À partir de là, nos Moissagais ne sont plus du tout rassurés. Ils ne veulent plus combattre les croisés, ils veulent parlementer. Donc ils envoient des émissaires à Simon de Montfort. Et Simon de Montfort, il est quand même assez vexé parce qu'il est blessé, il a perdu beaucoup d'hommes. Donc il dit la seule solution pour qu'on vous laisse la vie sauve, c'est que vous nous donniez une grande quantité d'or, mais surtout tous les soldats du camp de Toulouse. Et les Moissagais, c'est ce qu'ils vont faire. Pour avoir la vie sauve, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les soldats du camp de Toulouse, ils vont les attacher, ils vont les livrer aux croisés qui, bien sûr, première chose qu'ils vont faire, les tuer. Bon. On peut être quand même... Et ensuite, Simon de Montfort, donc du coup, n'a pas fait plus de dégâts dans la ville de Moissac, il n'est pas venu rentrer pour piller et violer les femmes de Moissac. Il est parti vers Montauban, puisqu'il continuait sa conquête du sud de la France. C'est assez prestigieux pour nous. On a quand même résisté 2 mois aux croisés
qui venaient du nord de la France. Ce n'est pas le cas de Castel-Sarrazin, la ville ennemie à côté, qui elle a ouvert ses portes tout de suite à Simon de Montfort. Donc nous on a quand même resté 2 mois, donc c'est une défaite, mais pour nous c'est un peu comme une victoire. Donc les remparts qui ont résisté aux croisés, ils étaient ici, faisaient tout le tour. Nous on va s'avancer dans la ville. Au XIIIe siècle, on a une chrétienne, une mauvaise chrétienne, qui va vendre une hostie consacrée à une juive. Si la juive souhaite une hostie consacrée, c'est que pour les chrétiens, l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ. Et donc cette juive achète cette hostie consacrée pour la profaner. Branle-bas de combat dans Moissac, on part à la recherche de cette hostie, on la retrouve et on le ramène en grande pompe à l'abbaye de Moissac. Mais on va en profiter pour arrêter tous les juifs de Moissac. Et on va les brûler. Sauf ceux qui acceptent d'être baptisés. Mais donc la plupart des juifs vont refuser, ils vont être brûlés, et on décide de jeter les cendres, les corps calcinés de ces juifs dans un puits, qui prendra le nom de puits baptisé. Pourquoi? Parce que l'eau du puits purifie le corps de ces juifs comme aurait dû le faire l'eau du baptême. Donc depuis ce temps-là, c'est la place du puits baptisé. Aujourd'hui elle a été rebaptisée d'ailleurs, mais encore il y a à peu près 80 ans, début du 19e en tout cas, c'était encore la place du puits baptisé. Pour vous dire, mais ça c'est très courant, il n'y a pas qu'à Moissac qu'on a à un moment donné liquidé tous les juifs qu'il pouvait y avoir en ville. Ce qui est sûr, c'est qu'après le XIIIe siècle, il n'y a plus aucun juif dans Moissac. À l'époque d'Émeric de Peyrac, on a le roi Charles VI qui va édicter un décret perpétuel qui va expulser du royaume de France tous les juifs. Donc régulièrement, le roi de France, l'église, les seigneurs vont attaquer les juifs, les condamner pour des prétextes des fois futiles. L'histoire de la profanation d'une hostie, c'est quelque chose de récurrent au Moyen-Âge. On prend le prétexte d'une hostie profanée pour rançonner les juifs ou pour les expulser. Heureusement, nous derrière à Moissac, on s'est un peu rattrapé puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, on a accueilli des enfants juifs, on les a sauvés. Donc on a un peu repris de l'honneur. Vous allez voir qu'on est assez violent quand même au Moyen-Âge. Il y a une autre histoire que je vais vous raconter au sujet de franciscains et là ça concerne les moines. Les pompiers au Moyen-Âge, il n'y a pas de pompiers comme aujourd'hui, c'est certain. Par contre, il va y avoir des personnes chargées de surveiller les incendies. Pourquoi? On va en reparler. Parce que la plupart des maisons qu'on a à Moissac sont des maisons à pans de bois en torchis qui vont brûler très facilement. Et dès qu'il y a un incendie, l'incendie se propage très très vite. D'ailleurs, en 1188, il y a un incendie considérable à Moissac. Pratiquement toute la ville va être incendiée et une grande partie de l'abbaye aussi. 1188, c'est l'époque où Moissac est aux mains de Richard Cœur de Lion, par exemple. Donc on va reparler des incendies. Pourquoi il y a autant d'incendies aussi? Parce que dans les maisons au Moyen-Âge, il n'y avait pas forcément de cheminée maçonnée. Ça pouvait être une sorte de brasero ou un foyer en terre crue au sein même de la maison à pans de bois. Alors imaginez si votre cheminée n'est pas entourée de briques, mais de pans de bois et de torchis, ça brûle très très facilement. Nous on va s'avancer, on va continuer. Une place au Moyen-Âge, c'est la place devant l'abbaye. Ici, c'est entièrement construit. Par contre, vous avez une des rues les plus importantes de Moissac au Moyen-Âge, la rue Malaveille. En face, c'est la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Jacques, qui va vers l'église Saint-Jacques, et la rue du Paiement, qui va vers l'abbaye. Pourquoi la rue du Paiement? Parce que c'est là que les moines faisaient payer les commerçants. C'est le théâtre, il a été fait en Le théâtre qui est ici, il a été fait en 1840, enfin le bâtiment c'est dans les années 1840, il va être transformé en théâtre en 1890. Et du coup on est obligé de construire, comme la première halle est transformée en théâtre, on va construire une deuxième halle ici en 1892. Et la troisième halle, ça va être le hall de Paris pour le Chasselas, et là on est dans les années 1930. On est là au XIIIe siècle, à l'époque des Nabets, Bertrand de Montaigu.
Et les Moissaguets vont faire appel aux franciscains pour venir à Moissac. Les franciscains, c'est un nouvel ordre religieux qui met en avant la grande pauvreté. Ils sont très très pauvres et donc ils sont très appréciés par la population. Donc les Moissaguets décident de faire venir des franciscains à Moissac, qui ouvrent une église, sans l'accord de l'abbé et de ses moines, qui sont mécontents, qui refusent. Donc il y a un procès. On va devant le pape à Rome pour argumenter chacun, l'abbé de Moissac pour mettre hors de Moissac ses franciscains et les franciscains pour rester. Sauf que le procès dure longtemps et nos moines sont impatients. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Un matin, nos habitants se lèvent, vont dans l'église des franciscains et là ils se rendent compte que l'église a été complètement ravagée et les 12 franciscains ont disparu. On va les retrouver le lendemain, le long des rives, parce qu'ils ont été capturés et noyés dans le Tarn. Donc nos moines ont fait une descente dans le couvent des franciscains et les ont massacrés. Bien sûr, l'abbé Bertrand de Montaigu va être appelé à Rome pour se justifier de ses actes. Donc il va à Rome, devant le pape Boniface VIII. C'est un grand théologien, il est très lettré, il va bien argumenter, et surtout il va dire qu'il n'était pas présent à Moissac au moment du massacre. Donc il va être acquitté, il va pouvoir revenir tranquillement à Moissac. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus de franciscains à Moissac qui ne sont plus jamais revenus. Ça, c'est certain. Donc, vous voyez que même les moines pouvaient des fois faire preuve de violence au Moyen-Âge. La rue qu'on a empruntée ici, je ne sais pas si vous avez vu son nom, c'est la rue des Mazelles. Alors il y en a qui sont peut-être qui parlent occitan parmi vous. Mazelles, c'est les bouchers. Au Moyen-Âge, toute cette rue, c'était la rue des bouchers au Moyen-Âge. Tout était au même endroit. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on veut de la viande, on vient dans la rue des Mazelles, c'est parfait. L'inconvénient, ça va être quoi? Les odeurs. Imaginez des bouchers, des charcutiers qui vont abattre les animaux ici, les nettoyer. Et quand on a des cochons, ben, on enlève, on nettoie tous les boyaux pour utiliser les boyaux. Donc imaginez que tout ça, c'est dans la rue. Donc c'est très pratique si on veut venir chercher de la viande, parce que le prix est fixe pour tout le monde, c'est le même prix, c'est la même qualité pour tous. Ça, c'est l'avantage des corporations. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette rue, sans égout, il y a énormément de déchets, beaucoup d'odeurs. Mais au Moyen-Âge, les odeurs, on les supporte beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de frigo. Il valait mieux acheter assez rapidement. Par contre, l'avantage, c'est réglementé, donc la viande devait être plutôt de bonne qualité. Vous ne pouvez pas vendre une viande de mauvaise qualité, il fallait respecter. Vous étiez maître boucher, il y avait des règles à suivre. Le prix, la qualité de la viande. Mais ce n'est pas la même qualité qu'aujourd'hui. Là maintenant les enfants, vous allez boucher les oreilles. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, les rues, comme ici, ça c'est une rue du Moyen-Âge, c'était comment? Alors il faut imaginer qu'il y avait beaucoup d'odeurs très fortes. On a parlé des bouchers, mais on peut aussi parler des volailles, des cochons qui circulaient dans les rues. Au milieu, il n'y avait pas d'égout, hein, donc tous les déchets étaient mis au milieu de la route. Et vous aviez aussi, il n'y avait pas de toilette. Manon, aujourd'hui quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse d'eau. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas ça. Au Moyen-Âge, tu faisais dans un seau, et quand ton seau était plein, tu le prenais et hop, tu le jetais par la fenêtre, directement dans la rue. Il fallait crier avant. Tu prévenais, tu jetais. Parce qu'il y a beaucoup de procès au Moyen-Âge, hein. On aime beaucoup les procès au Moyen-Âge. Si toi, tu es une demoiselle, une noble, bourgeoise, une belle robe, tu te balades ici dans la rue, tu marches dans la terre déjà, hein, parce que ici, c'est pas pavé, c'est dans la terre. Il y a plus, c'est bien boueux, ça se mélange avec tout ce qu'il peut y avoir comme déchets. Et si tout d'un coup, la voisine ici te jette le pot de chambre sur la tête, tu vas être très mécontente. Donc tu vas porter plainte. Bien sûr, tu as un beau vêtement. Donc avant, il fallait crier. Et hop, en jeter ensuite. Donc ça pouvait sentir très très fort. Après, il ne faut pas penser qu'on est très sale non plus au Moyen-Âge. Hein. On est assez propre. Et en cas d'épidémie, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser toutes ces boues, on va les mettre dans des charrettes pour ensuite les étendre dans les champs. Donc ça, c'est le côté des rues du Moyen-Âge. Pour vous donner un ordre d'idée, cette rue, bien sûr, n'était pas pavée. Par contre, la grande place qui est devant l'abbaye, elle était pavée. Donc ça veut dire qu'elle était nettoyée régulièrement. Toutes les rues n'étaient pas extrêmement sales. Par contre, on pouvait marcher dans les crottes. Des animaux comme des humains. Pour finir sur les rues du Moyen-Âge, on a dit qu'on pouvait être propre. Il y a des étuves au Moyen-Âge. Mais dans ces étuves, des fois, alors on y va dans les étuves pour plusieurs choses. Pour le plaisir, hein, d'abord, pour faire sa toilette, pour se soigner, parce que dans l'eau des étuves, c'est dans des bassines en fait, hein, on se met avec des plantes aromatiques, des plantes médicinales pour se soigner. Mais on y va aussi pour prendre un petit peu de plaisir, parce que les étuves au Moyen-Âge sont mixtes. Et on peut aller se baigner dans ces bains, dans ces étuves, avec une chemise,
ou entièrement nus, il n'y a pas du tout la même pudeur au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Donc comme c'est mixte, bien sûr, il y avait des prostituées. Et donc moi je vais parler des prostituées à Moissac. Les étuves, on ne sait pas s'il y en avait. Par contre, les prostituées, c'est sûr. Parce que dans un livre de la fin du Moyen-Âge, un livre d'impôts, on sait qu'il y avait du côté du port de Moissac, donc on est là vers le moulin, il y avait un bordel. Ça se dit comme ça dans ce livre, hein, bordel de la ville. Et pourquoi de la ville? Peut-être parce que soit c'est le seul bordel de la ville, donc on dit le bordel de la ville, ou alors c'est un bordel communal, et c'est géré par l'administration de la ville. Et ça arrive beaucoup dans le sud de la France, que ce soit les consuls, les échevins, hein, les représentants de la ville, qui financent et qui administrent les bordels de la ville. Pourquoi? Parce qu'on considère que les filles qui y travaillent ont un rôle de service public. Elles détournent les ardeurs des jeunes hommes, des voyageurs, des pèlerins. Elles détournent les ardeurs des jeunes hommes, des femmes mariées. Donc elles préservent l'honneur des femmes mariées. Donc c'est un rôle de service public. Et elles sont donc payées par la ville, chez les fonctionnaires. Mais c'est le cas dans beaucoup de villes. Avignon, la ville des papes, il y avait énormément comme ça de bordels. C'était même les cardinaux qui les finançaient en fait. Hein. En échange, ils ont bien sûr des revenus. C'est une forme de proxénétisme en fait, en quelque sorte, hein, organisé par les villes. Ça c'est pour l'anecdote. Donc prostituée, vous expliquez à Manon ce que c'est. Peste. Est-ce que vous savez donc, est-ce que vous avez retenu ce qu'était la peste? Cette épidémie qui tue tout. Pratiquement entre un tiers et voire la moitié dans certaines villes de la population va mourir en quelques années de la peste. C'est considérable. Que va-t-on faire de ces pestiférés au Moyen-Âge? On va les amener dans les hôpitaux. Et si je vous en parle maintenant, c'est que là derrière, on avait l'hôpital de Moissac, rue Guilherand. Donc là on a l'arrière, on a le jardin de l'hôpital. En fait, à Moissac, au Moyen-Âge, on avait 3 hôpitaux. On avait un hôpital ici, c'était le plus grand, géré par la ville. On avait un autre hôpital du côté de Saint-Jacques, donc plutôt vers le port. Et on avait un dernier hôpital du côté de la gare, qui n'existait pas au Moyen-Âge, du côté de Saint-Martin. Sauf que l'hôpital qui est du côté de Saint-Martin, de l'église Saint-Martin, ça va très vite devenir une léproserie. Alors les lépreux, ça aussi, c'est assez horrible. Manon, je vais te faire peur, mais regarde. Si tout d'un coup j'attrape la lèpre, mon nez va commencer à disparaître. Ma bouche aussi, mes oreilles aussi. Je vais devenir horrible, ma voix va changer. Je vais pouvoir m'enfoncer un pic, je vais rien sentir. Ma peau va devenir insensible. Et à la fin, je meurs. Mais je suis horrible. Donc au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait de ces lépreux? On ne va pas les garder en ville. On va les mettre en dehors de la ville, dans des léproseries, des maladreries. Et à Moissac, c'était du côté de la gare. Ça, c'est la lèpre. La peste, on a dit, la peste, c'est une épidémie. C'est comme la grippe, sauf que c'est très, très mortel et ça se répand très facilement. Alors imaginez dans les hôpitaux comme ici. Ce n'est pas un grand hôpital, hein, il y a peut-être 10-12 lits maximum. Mais on met des pestiférés et à côté, il y a monsieur qui est juste, qui a une migraine. Mais il est dans le même lit que le pestiféré. Donc très vite, il aura lui aussi la peste et il va lui aussi mourir. Dernière maladie que j'aime beaucoup au Moyen-Âge, vous avez là des flambeaux, c'est le mal des ardents. Alors ça c'est quoi? On dit le feu de Saint-Antoine ou le mal des ardents. Tout d'un coup, vous êtes pris de douleurs violentes à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que vos vaisseaux s'enflamment, d'où le nom de feu de Saint-Antoine. Les vaisseaux s'enflamment, votre système nerveux est attaqué, et puis vos bras, vos jambes commencent à se noircir, ils dessèchent, c'est la gangrène, et ils tombent dans des douleurs horribles. Ça, c'est le mal des ardents. C'est très violent, c'est très spectaculaire, et on crie énormément parce que c'est très douloureux. Aujourd'hui, on sait que le mal des ardents, ça vient d'un petit champignon qui se développe sur le seigle, l'ergot du seigle. Quand on conserve du seigle dans des lieux humides, ce champignon se développe et si on en mange en grande quantité, eh bien on attrape ce mal et on peut en mourir. Donc voilà un peu les 3 grandes maladies vraiment au Moyen-Âge. Mais revenons sur l'hôpital. On n'est pas obligé d'être pestiféré pour y aller. Qui va rentrer dans un hôpital au Moyen-Âge? Bon, les malades, c'est sûr, mais pas que. Les voyageurs, les pèlerins, les vieillards qui sont plus capables de travailler, les orphelins qui sont encore trop jeunes pour travailler, qui n'ont pas de famille pour s'occuper d'eux. Dès qu'une personne n'a pas de revenus, en quelque sorte, elle va à l'hôpital pour une nuit, 2 nuits ou plusieurs nuits. Première chose qu'on fait quand on rentre à l'hôpital, on se confesse. La spiritualité, la religion est très importante. Avant de soigner le corps, on va soigner l'âme.
Donc d'abord, on se confesse. On rentre, là, on vous déshabille, on vous lave entièrement, on vous coupe les cheveux, et on va vous alité dans un lit. Vous êtes seul, 2 ou 3 par lit. Vous n'avez pas le choix de décider si vous êtes seul ou pas. C'est comme ça, vous ne pouvez pas changer. Donc, vous rentrez dans l'hôpital, vous êtes allongé, très bien, et on va s'occuper de vous. On va vous écouter, on peut même faire de la musique, et on va vous nourrir. Et vous avez des repas riches. Juste le fait de se reposer, de se nourrir, et d'être à l'écoute, d'être propre, des fois, on peut reprendre des forces et on peut sortir de l'hôpital. Il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, les hôpitaux, c'est des mouroirs. On peut y rentrer et en ressortir. Tout dépend de ce que vous avez, bien sûr. Ça peut une aspirante? Oui, et bien oui, et bien oui, j'ai trouvé aussi. C'est ça qui sont... La maison des consuls, qui est là depuis le Moyen-Âge, en fait. La mairie est au même emplacement depuis le roi Philippe le Bel. En plus, il y avait des bouchers en rez-de-chaussée de cette mairie. Donc on peut imaginer qu'il y avait une sorte de halle, en quelque sorte, puisque le top, on était boucher, c'est qu'on louait l'étal de boucherie, le banc de boucherie, au consul directement dans la mairie, donc on donne sur la place. Ça, c'est le mieux. Sinon, on pouvait être propriétaire de son banc de boucherie, et on est dans cette petite ruelle qu'on vient d'emprunter. Ça, c'est valable jusqu'au XVIIIe, parce qu'au XVIIIe siècle, nos consuls qui travaillent dans la mairie, ils ne veulent plus de ces bouchers. Parce qu'en hiver, ça va, mais en été, les jours de forte chaleur, toutes ces odeurs, la putréfaction, les mouches, le sang qui caille, ils n'en veulent pas de ces mauvaises odeurs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont fermer toutes ces boucheries et les éparpiller dans le reste de la ville de Moissac. Donc la rue des Bouchers, elle a fonctionné comme boucherie du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. C'est aussi au XVIIIe siècle que nos consuls décident de reconstruire la mairie. Les bâtiments qu'on voit aujourd'hui, c'est du XVIIIe siècle. Avant, c'était sans doute une mairie à pans de bois. Alors nous, on a bientôt fini la visite. On va rentrer à nouveau dans l'enceinte de l'abbaye. Aymeric de Peyrac, il est mort en 1406. Il est mort dans le château de Saint-Nicolas de Lagrave. À droite, vous avez l'hôtellerie et l'infirmerie de notre abbaye. Donc il fallait bien des plantes pour soigner tous ces malades aussi, les moines. Donc on cultive ici les plantes médicinales. Si on lève les yeux, on voit des peintures. Des peintures qui remontent aux années 1200. Vous êtes là dans la petite chapelle de l'hôtellerie. Donc Aymeric de Peyrac, quand il venait dormir dans son hôtellerie, sans doute il venait ici pour prier le matin, le soir. C'était un peu sa chapelle privative. Pour les genoux, il tient un instrument de musique, c'est le roi David. Au-dessus de lui, on a le tronc d'arbre. Ici, on a dans ce cercle un autre personnage. En fait, c'est un arbre généalogique. C'est l'arbre généalogique du Christ. On appelle ça l'arbre de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Donc, déjà, on peut dire qu'ici, il y avait un autre personnage. Il y avait forcément Jessé, le père du roi David. Et ensuite, on a le roi David. Ici, aujourd'hui, cette nuit, on voit que les bas de la robe sur un fond très foncé, bleu très foncé, c'est Marie. On a une photographie d'il y a 80 ans, on a encore une partie du haut de Marie. Aujourd'hui, ça a été détruit. Il nous manque un personnage, Jésus, qui est ici. Donc un arbre généalogique, l'arbre du Christ. Vous voyez que ce tronc d'arbre, il y a des grandes branches qui s'enroulent et qui finissent par des feuilles épanouies, comme ici, des feuilles ou des fleurs. Ce type de décor, de feuilles, on retrouve exactement le même en Espagne, dans une abbaye d'Espagne, Sigena, en Aragon. Ça montre les liens qu'il y a entre Moissac et l'Espagne, des liens très très forts, et de nombreux moines de Moissac qui vont devenir évêques ou moines dans les abbayes espagnoles. Donc il y a des échanges culturels entre les deux. Et ici, vous avez des prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez que dans la Bible, il y a deux grands livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, c'est tout ce qui se passe avant Jésus, le Nouveau, tout ce qui va se passer depuis la naissance de Jésus. Donc, première scène, ici, l'arbre de Jessé. Deuxième scène, on va regarder de ce côté-là. Vous avez un grand cercle. Dans ce cercle, on a juste un bout d'auréole, très abîmé ici. C'est en fait Jésus. Et comme sur les tympans, il est entouré des 4 évangélistes. Rappelez-vous, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Alors si on regarde ici, on va retrouver ici quel animal on a? Le lion, donc c'est Marc qui est ici. Ici, on va avoir, avec ses pieds, l'homme, Matthieu, on voit son auréole, un bout de son aile, ses pieds, et il nous manque Luc, le taureau, et Jean, l'aigle. Et ici en bas, dans cette arcature, on voit des chapiteaux,
Anna, les chapiteaux Anna. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Donc imaginez qu'il y a aussi de l'autre côté 6 personnages, c'est bien sûr les 12 apôtres, les 12 compagnons du Christ. Ça c'est fait en lapis lazuli. Au lieu d'en faire des bijoux, on l'écrase, on fait de la poudre, ça devient un pigment qui coûte bien sûr extrêmement cher. Donc on ne met que dans les parties les plus sacrées, donc ici autour de Marie. Ces peintures, ici c'était certain, c'était au moins peint, ça c'est certain. Moi j'aime imaginer que tous les murs étaient peints au Moyen-Âge. C'est tout à fait possible. Mais on n'a pas de preuve puisqu'elle a été complètement décapée. Ça c'est la porte d'origine. Donc le niveau médiéval, c'est celui sur lequel vous êtes. Donc au Moyen-Âge, on ne descend pas des marches pour venir dans la chapelle, on est au même niveau que le reste du bâtiment. On arrive par ici. C'est le niveau du cloître. Au XVIIIe siècle, on fait des travaux. Le niveau s'est beaucoup surélevé avec les destructions. Quand une maison est détruite, ça coûte cher d'enlever tous les déblais. Aujourd'hui, on a des camions, c'est très facile. Mais au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait? On étale tout et on reconstruit par-dessus. Donc les niveaux augmentent très très vite. Et on rebâtit ce bâtiment, on le réaménage, et donc on va poser un plancher. C'est le trou de poteau que vous avez ici, des poutres qui traversent, et il y avait un plancher. Pour y accéder, une nouvelle porte, ici. On est là au XVIIIe siècle. Et puis la Révolution française, on va vendre ce bâtiment. Ici, ça va devenir des étuves, mon doute, et ça va devenir des lieux de stockage. Alors les étuves, c'est de l'eau, imaginez, il y a de l'eau pour les peintures, c'est pas très très bon. Après, ça va aussi être la propriété d'un fermier. Il va venir y stocker des grains, etc. Donc lui, il veut y accéder directement de l'extérieur. Donc c'est lui qui va percer cette porte ici, il va percer cette fenêtre, mais ce n'était pas toujours fermé. Alors il y avait des courants d'air humides, et ces courants d'air vont abîmer toutes les peintures qu'il y avait de ce côté-là. Et jusque dans les années 30, ou dans les années 30, le propriétaire décide de vendre ce bâtiment, mais en deux lots. Il va y avoir une partie, le logis, et il y a un acheteur qui s'intéresse qu'à cette tour. Mais là, ça pose des questions. Parce que la tour, de l'extérieur, on ne peut accéder qu'à cette salle. Au-dessus, il y a notre salle, mais pour y accéder, il faut passer par le bâtiment. Et on a la terrasse, il faut aussi passer par le bâtiment. Surtout que celui qui veut acheter que cette tour, c'est un antiquaire parisien. Donc tout de suite, les monuments historiques, le ministère des Beaux-Arts à l'époque et le maire de Moissac, il a la puce à l'oreille, il se dit si un antiquaire parisien s'intéresse à cette tour, c'est pour démonter une partie de ces peintures pour les vendre par la suite. Ça faisait beaucoup. Et donc, que fait la ville? L'État va aider la ville à racheter l'ensemble du bâtiment dans les années 30. Donc, depuis ce temps-là, c'est un bâtiment municipal. Et ensuite, on va enfin restaurer ces peintures, c'est récent, c'est dans les années 2008-2010. On fait appel à un restaurateur qui va venir. On voyait pratiquement plus les peintures. C'est entièrement recouvert d'une sorte de poudre blanchâtre, de sel. Donc, première chose qu'il va faire, ça va être déjà de refixer la couleur sur la paroi, dans l'enduit, pour éviter que des morceaux ne tombent. Deuxième étape, l'année suivante, ça va être de mettre des sortes de pansements avec de l'eau, pour que tous les sels qu'il y a dans les murs passent dans le pansement. Et troisième étape, là où il manquait de la peinture, il va remettre un petit peu de peinture. Là où il savait qu'il y avait quelque chose. Si par exemple ici, on a notre personnage, notre prophète, il lui manque un doigt, mais il y a tous les autres doigts, on sait comment est son doigt, on peut le refaire. Par contre, vous avez des parties, par exemple ici, Saint Jean, on n'a plus aucune trace de son visage. Donc le restaurateur ne va pas inventer un nouveau visage, ça ne fait rien. Là où on est sûr d'avoir un élément, on peut le poursuivre. Si on n'a aucune information, on ne fait rien. C'est comme ça qu'on restaure aujourd'hui. Elle est rarement ouverte au public parce qu'il faut éviter les chocs